Caroline, est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier contact avec la méditation? Mon premier contact avec la méditation remonte à plus de 20 ans. J'avais exactement 27 ans et à l'époque, je venais de terminer mes études, j'étais en recherche, tout m'intéressait en fait. J'étais en recherche concernant la spiritualité de façon générale, concernant l'énergétique et je m'intéressais au bouddhisme. Et je me suis dit, tiens, probablement que pour faire mes premières expériences de méditation, le vecteur du bouddhisme, qui était le vecteur le plus connu à cette époque-là, serait un vecteur intéressant. Et donc j'ai souhaité rentrer en contact authentique avec le bouddhisme. Pour cette raison, j'ai envisagé d'aller au Tibet. Et la politique au Tibet étant difficile, c'est difficile de voyager seul au Tibet puisque en raison de l'invasion chinoise, ça s'est révélé compliqué de voyager seul au Tibet. Il y avait deux possibilités pour aller au Tibet, soit accepter de faire un voyage organisé chinois, soit de passer de façon clandestine par le Népal. Et je ne me suis pas sentie de prendre en charge une clandestinité. Pour cette raison, j'ai décidé de partir au Ladakh, qui est le versant indien juste en face du Tibet, région indienne dans laquelle s'est réfugiée une partie de la communauté tibétaine, et notamment celle du Dalai Lama. Et je me suis dit, voilà, je vais aller au Ladakh, je vais aller dans des monastères, je vais éventuellement aller à Dharamsala où se trouve la communauté du Dalai Lama. Et ça a été mes premières expériences. Je suis effectivement allée dans des monastères, j'ai marché dans l'Himalaya beaucoup. J'ai traversé des villages, j'ai contacté la culture du Ladakh, les Ladakhis qui sont très imprégnés de la méditation, de la contemplation, voilà, c'est vraiment dans leur culture. Et effectivement, je suis allée à Dharamsala, là où se trouve le Dalai Lama, que je n'ai pas rencontré. Et là, il y avait un certain nombre de personnes voyageant ensemble ou seules de différentes nationalités, Pays-Bas, Angleterre, Américains, pays nordiques, qui, voilà, quand on se retrouve le soir, qu'on se rencontre, on se raconte nos histoires de ce dont on a fait l'expérience. Et c'est là que j'ai la première fois entendu parler de la méditation vipassana, c'est-à-dire à Leh, qui est, on va dire, la capitale du Ladakh, ou en tous les cas le gros village incontournable du Ladakh. Et des gens m'ont dit, j'ai fait l'expérience de la méditation vipassana, et m'ont parlé. C'est la première fois que j'entendais ce terme. Je n'ai pas fait d'expérience de méditation vipassana au Ladakh. En revanche, quand je suis rentrée en France, j'ai cherché où il y avait des centres de méditation vipassana, et j'ai découvert qu'il y en avait en France et dans tous les pays européens limitrophes, ce qui a constitué ma première... là, j'ai fait en France ma première retraite de méditation vipassana. Mais j'ai eu quelques expériences de méditation vraiment très intéressantes, notamment à Dharamsala. J'ai fait un stage de 3 jours qui s'intitulait How to Draw a Buddha, comment dessiner un Bouddha, et qui était accompagné par un moine tibétain qui est peintre et qui peignait les tankas, c'est-à-dire les peintures tibétaines qui représentent différents aspects du Bouddha lui-même et de son vécu et de son environnement et de sa symbolique. Et pendant ces 3 jours, donc, nous étions accompagnés sur la technique, parce que c'est très technique, comment dessiner un Bouddha, il y a vraiment des règles. Et pour aborder ce dessin, nous commencions toutes nos séances de dessin par une méditation sur Shakyamuni Bouddha, qui passait par des visualisations. Donc le moine nous disait pensez au Bouddha assis sur son coussin, couleur d'or, couleur d'argent. Donc j'ai fait l'expérience de ces méditations par visualisation, qui est différente de la méditation vipassana. Et ensuite, ma deuxième expérience de méditation a été vraiment une retraite vipassana de 10 jours. En France. Très classique, en France. Ma deuxième retraite a eu lieu en Allemagne. Mes 2 retraites suivantes ont eu lieu en Allemagne. La 4e a eu lieu
en Espagne. Mhm. Et ensuite, comme Parce que c'est là où il y avait de la place? parce que j'ai souhaité en fait changer d'environnement, pour faire l'expérience voilà d'autres centres. Parce qu'il y a une ambiance en fait dans les centres Vipassana, l'environnement n'est pas le même, c'est très important, on y reste 10 jours dans des conditions très intensives. Et j'avais gardé un souvenir un petit peu difficile de ma première expérience Vipassana. L'environnement m'a été difficile à Dhamma-Mahi, et j'ai pas voulu rester sur cette expérience difficile. Et quand j'ai fait le choix de servir un cours Vipassana, c'est-à-dire d'être bénévole, en l'occurrence j'étais bénévole à la cuisine, et quand on est bénévole pour encadrer les méditations Vipassana, on a aussi 4 heures de méditation dans la journée. Je suis retournée à Dharamsala, à Dhamma-Mahi, au centre français. Donc ça, c'était ma 5e retraite. À la suite de ça, j'ai senti que, en tous les cas en ce qui me concerne, mon expérience dans le cadre des centres Vipassana était suffisante, et mon parcours m'a amené à prendre appui sur ces expériences de méditation dans le cadre de mon exercice professionnel. Et ensuite, j'ai été amenée à décider de cesser mes activités professionnelles pour faire un travail de recherche intérieure qui m'a été tout à fait propre, qui a duré 3 ans et demi. En réalité, entre 3 ans, 3 mois et 3 jours, bien que je n'ai pas décidé cette durée, elle a quand même un rapport direct avec le bouddhisme. Et pendant cette période de retrait, j'ai mené un travail de recherche intérieure qui m'était propre, en lien avec mon travail d'accompagnement sur la santé. Plein de choses. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ta première retraite du coup à Dhamma-Mahi, si j'ai bien retenu? En France, donc, au centre qui se trouve à côté de... C'est en Bourgogne, c'est ça? Oui, c'est en Bourgogne. En Bourgogne. Donc tu avais eu quelques expériences de méditation, de visualisation, tu disais jusque-là, mais c'était tout ce que tout à fait ponctuel, oui. Tout à fait ponctuel. Tu t'es laissé convaincre par l'idée de faire une retraite de 10 jours en silence, 10 heures par jour, c'est quand même assez radical. Oui. Comment tu as abordé ça la première fois? Ça t'a fait peur? Alors pour moi, c'était assez naturel, en ce sens que j'étais déjà investie dans une pratique intensive du yoga. Ah ouais. Et j'envisageais de faire une formation pour enseigner le yoga. Il se trouve que la personne à laquelle qui m'a accompagnée dans sa transmission du yoga traditionnel avait déjà pratiqué Vipassana, a déjà fait des retraites Vipassana, et donc ça s'est présenté tout à fait naturellement comme quelque chose faisant partie intégrante de mon approche yogique. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous décrire le déroulé d'une retraite Vipassana? Oui, bien sûr. Alors, le contexte des retraites Vipassana, toute retraite Vipassana est un forfait de 10 jours, c'est-à-dire que toute personne qui décide de faire une retraite prend un engagement moral de suivre l'emploi du temps qui dure 10 jours. Pendant ces 10 jours, il y a 2 périodes. Une première période de 3 jours, alors ça se déroule en continu, il n'y a pas de coupure, mais pendant les 3 premiers jours, on pratique une technique de méditation qui est propre à toutes les techniques de méditation, qui s'appelle Anapana, et qui consiste à méditer sur l'observation des sensations liées à la respiration. Ces 3 jours de pratique d'Anapana ont pour conséquence d'amener le praticien et les praticiens, car en général, dans un hall de méditation, il y a plusieurs dizaines de personnes, 40, 50, 60, jusqu'à une centaine de personnes. Mmh. Et l'individu, tous les gens qui pratiquent et le groupe finissent par avoir le système mental qui se pose progressivement par cette observation du souffle. Dans le yoga, on dit que la respiration est le lien entre le corps et l'esprit. D'accord ? Donc, il s'installe un état d'être, de disponibilité intérieure dans l'ici et maintenant, dans lequel s'apaise le mental et qui permet d'être au 4e jour disponible pour la pratique de Vipassana à proprement parler, qui est la pratique de méditation sur l'observation des sensations dans l'ensemble du corps, à la surface du corps et à l'intérieur du corps. La pratique de Vipassana, au-delà du principe de déplacer son attention partie par partie ou en scanning du sommet de la tête vers les pieds et des pieds vers la tête,
a pour objectif de développer une attitude intérieure qu'on appelle l'équanimité. Le mot équanimité vient du terme latin equus, qui signifie égal, et le propos, c'est de développer cette aptitude à accueillir de façon égale les sensations qui nous sont agréables comme celles qui nous sont désagréables. Sachant que tout individu est conditionné dans une réactivité qui est binaire, c'est-à-dire de chercher ou de rechercher la reproduction des sensations agréables et de rejeter les sensations qui sont désagréables. Cette réactivité, sans que nous nous en rendions compte, a un impact sur l'ensemble de notre vie et nous limite dans notre capacité d'accueillir toutes les informations qui sont propres au vivant, à l'état d'être et à la dimension de conscience. Donc, en développant cette aptitude qu'est l'équanimité, nous sommes de plus en plus sensibles et en développant notre attention sur les informations sensorielles, nous sommes de plus en plus sensibles à ce que c'est que notre vécu incarné et au-delà même aux impulsions de la conscience dans notre dynamique incarnée. C'est intéressant que tu dises ça parce que je me souviens, pour avoir fait une retraite Vipassana moi-même, sous tes conseils, que la voix qui nous guidait, donc celle de Goenka, qui est le maître indien qui a transmis la méditation de façon internationale par le biais des centres Vipassana, qui est décédé à l'heure d'aujourd'hui. Oui, tu as raison de le resituer, ouais. Et il nous disait surtout de nous méfier de, je crois que ce qu'il appelait cravings and aversions, donc c'est-à-dire c'est ce que tu as décrit en français. Craving, le désir. D'accord, et l'aversion. Et l'aversion, et quand il nous suggérait de commencer à scanner notre corps du haut vers le bas, je commençais par le haut du crâne, souvent je contactais rien au début, puis à un moment, hop, il y avait un petit tourbillon qui commençait, puis à force j'essayais de le retrouver, et du coup j'étais content de le retrouver à chaque fois que je le retrouvais. Et donc je basculais dans une forme d'attente et puis de satisfaction de moi-même et puis de la sensation dès que je la ressentais. J'étais pas dans une équanimité. Je débutais, hein, mais il m'a fallu du temps pour comprendre que non, justement, peut-être qu'il faut pas que je recherche systématiquement la même sensation quand je démarre. Je sais pas si c'est. Alors effectivement, dans l'attitude méditative, dans la pratique Vipassana, le propos, c'est de poser son attention sur une partie du corps. Elle peut être large ou extrêmement limitée. Par exemple, ça peut être le pourtour des narines, d'accord, juste à la sortie des narines, ou ça peut être la zone de la moustache, qui est dans la pratique de Anapana, l'observation des sensations liées à la respiration, les deux régions clés, avec l'intérieur des narines. Et le propos, c'est de poser cette attention dans cette région du corps, et ensuite d'attendre que des sensations apparaissent. Nous sommes tous confrontés, lorsque nous déplaçons notre attention dans différentes parties du corps, soit en surface, soit en profondeur, au fait de constater qu'il y a des zones qui sont riches en sensations, nous avons accès à plein de sensations, et des zones qui nous apparaissent neutres, c'est-à-dire pour lesquelles on a l'impression que cette dimension du corps, nous n'avons pas accès à des sensations. Alors des sensations, il y en a partout, tout le temps, des sensations qu'on appelle grossières, c'est-à-dire facilement accessibles, et des sensations plus subtiles qui nécessitent d'avoir affiné notre attention pour qu'elle soit palpable. Et ces sensations qui sont à la fois grossières et subtiles et en même temps, sont là en permanence à notre disponibilité. Sauf que, liées à notre vécu, de désir, d'aversion, de recherche de sensations agréables, de se couper des sensations désagréables, eh bien nous nous sommes coupés de cette sensation dans certaines parties du corps, et pour cette raison, ces parties du corps nous apparaissent neutres. Voilà. Le conseil dans ce cas-là, c'est d'être patient, accueillant, et de garder notre attention posée sur cette zone jusqu'à ce qu'apparaisse une sensation qui, au premier abord, n'était pas là. Et d'une fois sur l'autre, lorsqu'on va se poser notre attention sur une partie du corps, les sensations ne seront pas les mêmes. Ça fait partie de l'impermanence du vivant, et c'est important parce que du coup, de ne rien attendre, de telle façon à ce que, à chaque fois, nous soyons même surpris de ce qui apparaît à notre perception. En ce sens, l'attitude qui me paraît, et je le dis dans les groupes que j'accompagne, l'attitude qui me paraît intéressante dans la pratique de la méditation Vipassana n'est pas la répétition d'une technique,
dans laquelle on rentre dans une certaine, je dirais, routine, ouais. voilà, qui finit par devenir un petit peu ennuyeuse et qu'on essaye de compenser par une forme de discipline. Je pense que l'attitude juste, c'est l'attitude du chercheur qui a cette capacité, cette opportunité extraordinaire d'avoir accès à toutes les informations du vivant, de la conscience, peu importe les mots que vous mettez dessus, par l'observation du corps, et que ce voyage est infini en fait. C'est donc initiatique. Ce voyage sur les sensations du corps, c'est un univers infini sur tous les mystères du vivant, sur tous les mystères de la conscience, sur tous les mystères de la spiritualité, si c'est ça le terme que l'on met dessus. Et ça, c'est extraordinaire en fait. Et de garder cet état d'esprit que je peux être en permanence surpris et découvrir à chaque fois toujours plus en fait. Et ça, c'est formidable. En tous les cas, c'est ce qui m'anime dans la pratique de la méditation. La méditation est à l'heure d'aujourd'hui l'outil, mon outil de base de recherche à la fois sur le vivant dans le thème de la santé individuelle et collective, sur le thème de l'écologie, sur le thème de l'environnement, sur le thème, je suis biologiste de formation, mon approche de la cellule, mon approche de la molécule, mon approche même physique de la matière, mais aussi mon approche sur comment on peut approcher tout ce qui nous environne avec un regard nouveau, ça passe par cette observation sensorielle en fait. Et ça c'est formidable. Je pense que je pense que ça devrait être la base de tout chercheur et aussi chercheur dans le domaine artistique également, parce que par le biais de l'approche du vivant, on a accès à la beauté, et la beauté c'est l'art. Donc pour moi c'est une base pour tout en fait, de toutes les activités humaines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient écologiques. Pour moi c'est une base fondamentale en fait. Alors c'est un objectif qui semble extraordinaire quand tu le décris. Ramener à l'expérience de tout un chacun, en tout cas moi pour ma première, j'en ai fait qu'une seule de retraite Vipassana, ça a été très dur. Ça a été très difficile en fait d'arriver déjà à calmer mon esprit, typiquement sur les premiers jours. Est-ce que tu as un retour d'expérience ou des conseils justement pour arriver peut-être à passer cette étape que j'ai trouvée fondamentale entre ces heures et ces heures où en fait on n'arrive pas à être à soi et à se concentrer et à faire l'exercice, on est ailleurs, et puis le moment où justement ça se pose, est-ce que c'est juste une question de temps ? Alors c'est effectivement une question de temps, c'est une question de persévérance. Je vais rajouter quelque chose d'important, me semble-t-il, concernant le mode de fonctionnement des centres Vipassana, où il est donné l'opportunité de faire une retraite de 10 jours avec cette pratique très intensive. C'est que tout est fait pour être entièrement disponible à la méditation. Et certaines règles d'engagement, de respect des règles, sont faites pour favoriser cet accès, à savoir qu'il y a un engagement de silence, c'est-à-dire de ne pas communiquer ni par la parole, ni par le regard, ni par la gestuelle, de façon à être vraiment disponible à soi. C'est un paramètre extrêmement important et très favorisant. Nous prenons l'engagement dans une retraite Vipassana de n'avoir accès à aucun mode de communication extérieur, pas d'utilisation de portable, pas de communication avec nos proches, etc. On est vraiment disponible à soi. Il y a également un engagement de ne pas avoir de divertissement par la lecture, par l'écoute de la musique, par l'image, également de couper toute pratique, ce qui peut parfois surprendre les gens dans, par exemple, une pratique sportive, une pratique de yoga, une pratique de tai chi, etc. De stopper toute habitude de pratique, de telle façon à ce qu'on soit vraiment, qu'on rentre dans ce rythme particulier des séquences de méditation. Le quotidien est pris en charge par des bénévoles,
Donc les repas sont servis, etc. On a juste à poser notre vaisselle, on ne fait pas la vaisselle, etc. Et donc on est vraiment entièrement disponible à ça. Aucune source de divertissement qui nous ramène à notre quotidien, qui nous ramène à notre environnement habituel, à nos proches, à notre relationnel, à nos habitudes de communication, à notre mode de fonctionnement social. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique. Il est évident que selon la constitution de l'individu d'une part et selon le moment de sa vie, il est plus ou moins facile de rentrer dans cette disponibilité de l'instant présent. Je dirais que je n'ai pas de conseil révolutionnaire, à savoir que chaque expérience est unique. Si on pratique plusieurs retraites, de ne pas partir de l'idée préconçue que l'une va favoriser l'autre, ça, on a tous fait cette erreur. C'est-à-dire que chaque expérience de retraite est unique en soi. Et on pense que lorsqu'on a une certaine pratique, l'expérience va être plus facile. Elle est unique à chaque fois, avec ses difficultés et ses facilités qui sont non reproductibles. Donc ça, je pense qu'on peut avoir ça à l'esprit. Après, je dirais que ce qui peut faciliter, c'est parce que ça c'est une attitude que j'ai souvent vue chez les gens, c'est de ne pas vouloir compenser une difficulté à être présent là par la discipline et par la force de volonté. Car lorsqu'on rentre dans une attitude trop volontaire, qui sous-tend plutôt de la discipline, je fais une distinction dans mon vocabulaire entre la rigueur et la discipline. Ouais. La discipline, c'est mobiliser trop de force de volonté. Et lorsqu'on mobilise trop de force de volonté, quelque part, on rentre dans une attitude qui est compressive. Et cette attitude compressive est favorable à une forme d'asphyxie et qui, quelque part, limite la possibilité de basculer dans cette disponibilité. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais, qui est un écueil que je retrouve souvent. De ne pas confondre concentration et poser son attention dans la méditation. Lorsque l'on se concentre par une attitude trop volontaire, on va focaliser son attention. Et cette focalisation est différente de « je pose mon attention sur », en ce sens qu'elle peut donner lieu au fait de se couper d'une globalité. Et lorsque l'on coupe de cette globalité, on est moins disponible. Donc ça, ce seront peut-être 2 conseils que je peux donner. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui viendront. C'est subtil, ça veut dire parce que beaucoup de gens assimilent méditation à concentration. Je sais, c'est pour ça que je essaye d'apporter cette nuance. Et donc, et je me souviens quand tu guides toi-même des méditations, tu conseilles parfois de changer de zone de concentration, de passer par exemple la respiration à la paume des mains pour éviter les excès de focalisation. Oui, c'est ça. Alors, puisque tu parles de mes expériences d'accompagnement, à l'heure d'aujourd'hui, donc, la méditation est une base fondamentale de tous mes accompagnements en groupe. C'est-à-dire que nous pratiquons la méditation dans tous les stages, dans les ateliers. Je propose ici à la Source aux Étoiles aussi un atelier de méditation, c'est-à-dire une rencontre accompagnée une fois par mois qui dure 1h30. Et on m'a souvent sollicité pour accompagner des groupes de méditation. Et pendant, je dirais, une quinzaine d'années, j'ai refusé. D'une part parce que je ne transmettais plus le yoga sous une forme de cours hebdomadaire, et d'autre part parce que je considérais que je n'avais pas de légitimité à accompagner la méditation, puisque les centres de méditation Vipassana existent, qu'ils proposent cette opportunité extraordinaire de faire une expérience très complète, et je ne me sentais pas cette légitimité-là. Depuis, j'ai évolué et j'ai décidé que mon accompagnement pouvait apporter quelque chose de différent d'une expérience accompagnée par des assistants Vipassana, en ce sens que j'ai fait plusieurs observations. D'une part, mon travail de recherche ayant beaucoup avancé pendant ces 15 dernières années, j'ai pu constater que il est des paramètres qui me semblent importants
sur lequel il me semble important d'être attentif dans un groupe de méditation, à savoir que ce que j'appelle la respiration atmique. La respiration atmique, c'est une respiration qui n'est pas une respiration physique, qui est une respiration de l'être. Et lorsque on s'énerve parce qu'on n'est pas assez concentré, parce que on se sent trop agité, etc. Et si on a une attitude trop volontaire dans la méditation, eh bien, une des conséquences, c'est que cette respiration atmique ne se fait plus. Il y a une forme d'asphyxie qui est une asphyxie subtile. Et il se trouve que j'ai la potentialité d'être sensible à ce degré d'asphyxie dans un groupe qui médite. Donc, je suis toujours, lorsque j'accompagne un groupe qui médite, attentive à ce paramètre. Je suis par ailleurs attentive à un autre paramètre qui pour moi est totalement fondamental, qui est la libre circulation de la joie dans la pratique. La joie n'est pas un état émotionnel, la joie est une vibration fondamentale de notre incarnation. Et lorsque on rentre dans une attitude trop volontaire, trop discipline, eh bien, il n'y a plus suffisamment de libre circulation de joie dans la pratique individuelle et dans le groupe. Je suis en mesure de sentir ce paramètre et de pouvoir apporter dans mon accompagnement silencieux, en fait, dans ma façon de guider la méditation, de permettre que le voyage méditatif ne se heurte pas à ce paramètre-là, ou si je sens qu'on rentre dans une impasse, c'est-à-dire qu'il y a trop d'asphyxie et la joie ne circule pas trop, je vais arrêter la pratique de la méditation, proposer un réajustement, soit en relançant le rythme fondamental, soit en stimulant certaines parties du corps, soit en faisant une pause et en se reliant à la terre. J'ai tout un tas de possibilités. Je vais réajuster et on va reprendre la méditation. Donc, la respiration atmique, la libre circulation de la joie sont deux paramètres auxquels je fais fondamentalement attention dans une méditation guidée. Ça ouvre plusieurs questions. Je vais les prendre une par une. La première, qui est liée à l'aversion et au désir dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça peut générer beaucoup de frustration. Tu as parlé même de colère. Quand on médite et qu'on n'y arrive pas, oui. On n'arrive pas à se concentrer, alors on essaie de se concentrer plus. Oui. Et je me souviens de tes paroles, tu disais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. C'est un truc que j'ai jamais peut-être complètement capté, c'est-à-dire que quand on passe une heure à pas y arriver. D'accord. Alors il y a une confusion qui est vraiment très largement répandue, qui est de croire que méditer, c'est obtenir un état. Méditer, ce n'est pas obtenir un état. Méditer est une technique, en fait. C'est une pratique. Au cours de cette pratique, on traverse différents états. Et selon le moment où l'on pratique, tout est impermanent. Je peux avoir un jour où ma méditation est facile d'accès et où j'accède à des sensations subtiles et à un état de bien-être où je me sens posée, dans une disponibilité, ouverte à plein de sensations. Et puis, je peux avoir une séquence de méditation le lendemain ou même dans la même journée où je vis exactement l'opposé, c'est-à-dire une instabilité intérieure, une dissipation permanente, mon attention est perturbée par des pensées, par peu importe. Et donc, l'amalgame, c'est de penser que quand je suis dans un état où je ressens plein de choses, où je me sens posée, c'est une bonne méditation. Et lorsque je suis agitée, c'est une mauvaise méditation. Je n'ai pas réussi à méditer, des gens me disent ça, je n'ai pas réussi à méditer. Ça, c'est totalement erroné en fait. Arriver à méditer, c'est maintenir son attention sur le fait de, dès que je perçois que mon attention n'est plus sur le sujet d'observation, je le ramène avec patience, persévérance, voilà. Et ça, c'est bien méditer. Autrement dit, je peux avoir une séquence de méditation qui dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure ou une heure, où je passe mon temps à me dire « Ah, mon attention est ailleurs, je le ramène vers le sujet d'observation et que ma méditation soit d'autant plus utile et donc bénéfique parce que dans cet instant-là, je suis amenée à travailler ce qui m'amène à un état de division intérieure par mon système mental et ou par mon système émotionnel.
Autrement dit, une bonne méditation n'a rien à voir avec le fait que ça a été facile ou non, agréable ou non. Voilà, une bonne méditation, c'est de maintenir cette rigueur de travail, c'est-à-dire une linéarité dans dès que mon attention est partie, je reviens sur le sujet d'observation et je peux faire ça toutes les 3 secondes et que ma méditation a été extrêmement bonne et extrêmement utile justement pour ça. Et est-ce que justement, à contrario, il ne faudrait pas qu'on pratique la méditation quand on a du mal à se concentrer, quand on a beaucoup de travail et qu'on va dans tous les sens, etc. Est-ce que c'est pas justement le moment, quand c'est plein de contraintes, où il faut essayer de méditer plus? Je dirais... Je retombe dans la même erreur de croire qu'il y a des bonnes et des mauvais, des bons et des mauvais contextes, et puis des bonnes et mauvaises méditations. C'est ça, en fait, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment Ouais. pour méditer. Je dirais que pour moi, la méditation, et c'est un grand besoin de notre culture occidentale, c'est d'intégrer la méditation à notre vie quotidienne, en fait. Je voudrais qu'on creuse un peu plus la douleur. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, tu l'as évoqué dans les Adityanas. Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à la douleur dans une méditation? Donc il faut rester équanime, ça je l'entends. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement de ce qui se passe dans notre corps? Alors, c'est une question très intéressante, l'histoire de la douleur, parce que la douleur est à la fois un phénomène physique et en même temps un sujet très subjectif. C'est-à-dire que lorsque je ressens une douleur, il y a quelque chose qui est propre à la manifestation physique de la douleur. Il y a évidemment une sensibilité personnelle à cette douleur plus qu'une autre, c'est-à-dire que nous connaissons tous nos sensibilités personnelles. Il y a des douleurs qui nous sont plus ou moins supportables, on va le dire en ces termes, ou plus ou moins insupportables, et c'est pas la même que celle de mon voisin, de mon copain. Voilà. On a un seuil différent. Ouais. Voilà, pour des douleurs différentes. Voilà, ça c'est propre, c'est un paramètre qui est individuel. Par ailleurs, ce qui est commun à tout le monde, c'est que sur cette douleur qui est physique, et pour lequel on a une sensibilité qui nous est propre, nous rajoutons de la douleur à la douleur, c'est-à-dire que nous pouvons amplifier notre relation à la douleur par le fait de souffrir. Donc, j'ai une douleur, je vis une forme de souffrance. Par rapport à cette souffrance, j'ai une attitude de moi à moi qui peut être que je souffre de devoir souffrir. C'est-à-dire que par rapport à cette souffrance, je peux être réactif si je trouve injuste cette souffrance. Je peux être réactif parce que cette souffrance, elle m'emmerde, parce que je dois être performante professionnellement, je dois être disponible amicalement, j'ai envie de profiter d'un bon moment, etc. Et donc j'ai une réactivité par rapport à cette souffrance. Et cette réactivité que je peux avoir par rapport à ma souffrance, amplifie la souffrance. Voilà. Je souffre de devoir souffrir. Voilà. Le fait, lorsque j'observe ma souffrance et que je développe une équanimité, je développe une forme d'objectivité qui est de juste être dans la sensation physique de la souffrance, ce qui réduit déjà ce paramètre de ma réactivité de je souffre de devoir souffrir. Déjà, c'est énorme dans le vécu de la souffrance. Donc tu sépares quelque part douleur et souffrance. Oui. J'apprends à ressentir la douleur et à la vivre sans souffrir. Est-ce que c'est un peu ça ou... C'est ça. C'est-à-dire que tout vécu de la douleur génère une souffrance et tout ce qui se joue, c'est quelle est mon attitude dans cette souffrance, c'est-à-dire mon équanimité dans cette souffrance. Voilà. Comment je l'accueille. Ma capacité à accueillir cette souffrance telle qu'elle est en fait, et non pas telle que je voudrais que ce soit. Ça, c'est un des grands enseignements de Vipassana que l'on entend souvent dans les transmissions Vipassana, c'est accepte la réalité telle qu'elle est et non pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Donc arrêtez d'oblitérer les voilà. douleurs. Quoi. C'est-à-dire, je voudrais que ma vie soit sans douleur. Déjà, c'est impossible. Voilà. C'est une attitude erronée à la vie de considérer que ma vie devrait être sans douleur. Or, nous sommes tous quelque part conditionnés comme ça. Quelque part. Qu'est-ce que c'est que l'aspiration au bonheur? Sinon, une partie de mon vrai bonheur, c'est de ne pas souffrir. Voilà. Nous avons tous un conditionnement qui nous est propre par rapport à ça, en fait. Donc, accepte la réalité telle qu'elle est et non pas telle que tu voudrais qu'elle soit. C'est un des plus grands enseignements de Vipassana, en fait. Sauf que cet enseignement n'est pas tant de l'accepter mentalement, ce qui est déjà un premier pas, mais de l'accepter totalement, c'est-à-dire jusque dans
au plus profond de ma chair et du ressenti de mon incarnation. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me donner des conseils, mais moi, il y a un exemple concret qui me vient à l'esprit. Les 2 premiers jours de Vipassana, j'ai essayé de méditer en tailleur, comme on nous recommande de le faire. Et en fait, les douleurs dans mon genou droit étaient telles que en fait, j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Ça prenait trop de place. Alors j'entends le distinguo entre entendre la douleur avec équanimité et puis souffrir, qui a l'air d'être un peu plus psychique. Mais à un moment, j'y arrivais plus. Donc est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a une autre approche à avoir? Je sais pas, hein, mais... Alors là, tu touches à un sujet important, c'est-à-dire... En fait, ça remplissait l'espace. Je comprends tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la méditation Vipassana est née en Inde. L'Inde est un pays où tout le monde vit assis au sol. Autrement dit, dans la culture, en fait, être assis en tailleur au sol, c'est quelque chose qui est vécu depuis l'enfance et qui est naturel, le corps est disposé à ça. Je suis pour ma part, après en avoir fait l'expérience sous différentes formes, j'en suis venue à faire le choix de ne pas demander aux gens de méditer systématiquement assis au sol, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'en Occident, c'est quelque chose qui devient très vite souffrant pour une majorité de personnes. Et donc dans les méditations que j'accompagne, en fait, chaque personne est libre de prendre la position assise qui lui convient le mieux. La seule chose que je demande, c'est que les gens soient assis et non pas allongés, et que les gens soient assis dans une position où, au mieux, on est dans son axe. Voilà. C'est-à-dire, pas le dos rond, pas de travers, si on est adossé au mur, qu'on fasse attention, sans excès de tension, mais à avoir un alignement dans l'axe, pas la tête qui tombe en avant, ni sur le côté, etc. C'est la seule chose à laquelle il me semble utile d'être vigilant. En revanche, je ne vois aucune raison d'imposer la position assise en tailleur, voire même à l'extrême en lotus, pour aborder la méditation. Je trouve qu'il est beaucoup plus serein pour une majorité de personnes de le faire en position assise sur une chaise. C'est une question de culture, en fait. Voilà. Ceci étant dit, je rajouterai quand même le fait que une position assise au sol est, me semble-t-il, au bout d'un certain temps, plus stable et utile à expérimenter une fois qu'on a dépassé le cap de la réactivité à la posture. Et si certaines personnes peuvent avoir accès à la posture assise en tailleur, je trouve qu'il est constructif, après avoir fait l'expérience d'être bien sur une chaise, d'essayer de progresser dans le fait d'avoir cette assise au sol, qui est une assise qui pose quelque part un socle, voilà, particulièrement stable. Donc j'invite toute personne qui a cette marge-là d'en faire l'expérience. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde, et je pense qu'on peut avoir tout un cheminement, une vie entière en méditant assis sur une chaise. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ensuite, en utilisant la méditation, en se promenant, voilà, et pas forcément en position assise, et éventuellement, plus tard, de pouvoir méditer en position allongée, mais bien plus tard. Tu as mentionné aussi des zones neutres, je crois. Moi, ça m'a fait penser à ma nuque, qui, quand je médite, soit est douloureuse, soit je sens rien. Je sens des os bruts et j'arrive pas du tout à une finesse de ressenti. Donc à un moment, je passe à autre chose, je passe à une autre zone. Qu'est-ce que ça traduit, ça? Le fait que je ne ressente jamais rien dans cette zone. Alors ça, c'est une adaptation directe du corps à la douleur, c'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, les tensions vont générer une gêne, dans un deuxième temps, une douleur, et à un moment donné, l'attitude intérieure de ne pas vouloir tenir compte de cette douleur va faire qu'on va la neutraliser. D'accord. Voilà. Autrement dit, cela signifie que la personne a eu les premiers signes de gêne, a passé les deuxièmes signes de gêne, de douleur, et ensuite a voulu outrepasser cette information du corps et a généré cette neutralisation. Autrement dit, évidemment, toutes les personnes qui nous apparaissent, toutes les zones du corps qui nous apparaissent neutres sont d'autant plus utiles à explorer pour la raison que je viens d'évoquer. Qu'elles ont souvent été ignorées. Voilà. Et ça nécessite de la patience, de la persévérance, soit en passant du temps
sur cette zone jusqu'à s'enlacer, soit en passant du temps sur cette zone, et puis ensuite en passant sur une autre et en revenant sur cette zone. Et parfois, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années pour que cette zone redevienne vivante, c'est-à-dire qu'on retrouve une relation à cette dimension de soi qui soit réellement juste. Voilà. Ce qui est intéressant, et je me rends compte que j'ai failli faire un amalgame, c'est que une zone que tu appelles non vivante, morte presque, neutre, n'est pas à confondre avec une zone de douleur. Quand il y a de la douleur, il y a de la vie en fait. C'est pas la douleur qui empêche la circulation de l'énergie. Alors en fait, on a neutralisé notre ressenti de la douleur. Donc c'est pas que la zone est neutre, c'est que nous l'avons neutralisé, nous-mêmes, notre ressenti de la douleur dans cette zone-là. Voilà. Donc évidemment, derrière... C'est subtil, mais c'est essentiel comme différence. Voilà. Ouais. Derrière le fait que nous avons neutralisé notre ressenti de cette douleur, il y a une douleur. Ouais. Et derrière cette douleur, il y a un message du corps. Voilà. Et qu'on essaie de pas voir. Voilà. Pour tout un tas de raisons. Bien sûr. Parce que ça fait mal. Voilà. Très bien. On entend beaucoup parler de la méditation de pleine conscience. Quelle différence ça a avec la méditation de Vipassana ? Alors, la méditation de pleine conscience est un ensemble de pratiques qui a l'avantage, en fait, d'avoir rendu plus accessible la pratique de la méditation, notamment Vipassana, la pratique de la méditation sur l'observation des sensations, avec des protocoles plus accessibles et plus accessible aux besoins occidentaux. Oui, d'accord. On va dire, pour moi, la méditation de pleine conscience, en fait, elle est directement issue de la méditation Vipassana, puisque le propos est tout ce dont on vient de parler. Simplement, c'est, on va dire, ça a été adapté, formaté, modulé pour être accessible de façon peut-être un petit peu moins ce serait peut-être passer par le petit bain avant d'aller dans le grand bain. D'accord, ok. Voilà, je dirais ça. Donc pour moi, je dirais, alors là, c'est propre à toutes les personnes et à leur chemin de vie. Certaines personnes se trouvent très bien dans les propositions de la méditation de pleine conscience, ça leur convient bien, c'est une approche dans laquelle elles sont bien. D'autres personnes vont préférer aborder la méditation par la pratique Vipassana en allant directement dans le grand bain. Voilà, certaines personnes peuvent rester entièrement dans la proposition de la méditation de pleine conscience une vie entière, je suppose. Et d'autres peuvent passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de règle en fait. C'est le grand bain parce que ça va plus loin ou parce que c'est l'essence? Parce que ça en est l'essence en fait. Pour okay, moi, voilà, toutes les propositions de la méditation de pleine conscience ont pour origine la méditation Vipassana. Et les autres, je ne sais pas si tu sais, mais les autres types de méditation dont on peut entendre parler, la méditation je vais juste zen. mettre, excuse-moi de te couper, juste mettre parce que avant de connaître le mouvement de la méditation de pleine conscience, il est arrivé plusieurs fois que les gens me disent, mais est-ce que la méditation que vous pratiquez, est-ce que c'est une méditation de pleine conscience? Et j'étais totalement démunie face à cette question, qui était pour moi un non-sens en fait. Et je répondais, évidemment que c'est une méditation de pleine conscience. Voilà. Voilà. Parce que c'est redondant pour toi. Oui, sauf que je n'avais pas compris qu'il faisait référence à voilà, ces protocoles et à ces propositions. Donc, la méditation Vipassana est une méditation de pleine conscience. C'est simplement que le langage a été adapté pour... voilà. Sachant que nous avons en Occident une confusion dans le langage, qui est que si vous regardez la définition dans le dictionnaire du mot méditation, la définition va vous renvoyer au fait que méditer, c'est penser profondément à quelque chose. Donc, il est normal que des personnes qui ont eu la conscience que notre esprit occidental a réellement besoin de la méditation, mais que la méditation et l'approche de la méditation est aussi une affaire de culture, et de s'être dit, mais l'approche culturelle par la culture indienne, par la culture tibétaine, peut être tellement éloignée de notre approche occidentale qu'il va falloir faire un pont entre les deux. Ça, c'est les grands bienfaits de la méditation dite de pleine conscience. Mais en fait, se poser, méditer sur l'observation des sensations ne nécessite pas en soi, fondamentalement, un aménagement, c'est accessible à tout le monde.
Est-ce que les autres types de méditation, à ta connaissance, zen par exemple, à chaque fois en fait réutilisent la même technique? Alors, je n'ai pas pratiqué la méditation zen, donc je ne peux pas en témoigner. En revanche, je peux dire que ce qu'on appelle en langage pali la méditation anapana, c'est-à-dire observer les sensations liées à la respiration, est une pratique que l'on retrouve dans toutes les pratiques de méditation. Absolument toutes. Donc, dans la pratique zen, on trouve ce fondement, cette pratique fondamentale. Tout à l'heure, tu as parlé du fait d'intégrer la méditation à notre quotidien. Il y a des gens qui l'ont très bien intégré, qui méditent 1 heure, 2 heures par jour, qui sont même dans une forme de culte de la méditation. Est-ce que tu as repéré des comportements qui seraient peut-être à corriger sur ces sujets-là ou encourager, enfin j'en sais rien? Alors c'est une question vraiment intéressante. Effectivement, depuis en 15 ans, 20 ans, j'ai été surprise de constater que beaucoup de personnes qui ont intégré la méditation dans leur pratique quotidienne ou dans leur pratique, dans leur vécu, j'ai envie de dire que ce soit quotidien ou non, beaucoup de personnes développent, à ma grande surprise, une pratique méditative qui les amène dans une forme d'isolement confortable, c'est-à-dire une forme de refuge. Et ça, c'est un des écueils dont il est utile de parler, de la pratique méditative, si elle est pratiquée de façon erronée. C'est-à-dire que on peut prendre des habitudes dans la méditation et on peut prendre des habitudes de confort. C'est-à-dire, effectivement, m'asseoir pour méditer me permet de me recentrer. M'asseoir pour méditer me permet de retrouver un contact à soi. Mais si ce contact à soi devient un refuge et une façon peut assez vite, sans que les gens s'en rendent compte, devenir un moyen de se réfugier en se coupant de l'environnement. Et ça, je le vois dans des personnes qui viennent, par exemple, en stage ou en atelier ici, à la Source aux Étoiles. Je dirais que cet isolement est totalement manifeste par quelque chose qui se concrétise dans l'aura, en fait, qui fait comme une espèce de bulle autour de la personne. Et lorsque je contacte ça, en fait, je sens que la personne, dans sa pratique méditative, se met dans une bulle d'isolement. Ce qui est l'inverse de ce que je viens de développer au cours de cet entretien, c'est-à-dire que normalement, une pratique juste, dans la justesse de la pratique vipassana, amène à pouvoir être de plus en plus pénétré par la vie et non pas être dans un refuge d'isolement confortable. Et ça, c'est un écueil vraiment dont il est utile de parler. Donc tu nous disais que ce qui était très important, c'était d'arriver à intégrer la méditation, la pratique de la méditation dans le quotidien. Et ça me faisait penser à ce que tu disais au début de notre échange. Tu disais qu'il y avait un miroir en fait entre l'exploration de la sensation intérieure de la méditation et la façon dont on accueille les choses au quotidien. Est-ce que tu pourrais développer cette partie-là? Comment en fait la méditation nous prépare au quotidien et nous prépare au monde? En fait, pour moi, méditer sur les sensations, en fait, c'est une ouverture au monde. Ça amplifie notre disponibilité à l'instant présent. Donc, l'expression de notre émergence de conscience, ça nous dispose à l'émergence créatrice, à notre mise en œuvre de nos capacités créatrices. Ça nous permet d'avoir accès à une inspiration, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit artistique, à une inspiration d'un autre registre, c'est-à-dire d'une dimension plus unitaire, plus cohérente, plus en lien avec l'unité du vivant. Est-ce que tu auras un exemple concret de ça? Parce que c'est des discours qu'on entend parfois, qu'effectivement ça permet d'être plus dans sa créativité, etc. Mais comment ça se traduit directement, ou par où ça passe? Qu'est-ce qui fait qu'en méditant, on est plus créatif derrière? Alors, je parlerai dans le langage qui est propre à mon travail, c'est-à-dire que pour moi, je fais une distinction entre être créatif et être créateur. Pour moi, être créatif, c'est avoir une facilité
à mettre en œuvre des choses dans la matière. Et être créateur, c'est que l'induction de la conscience prend forme dans une mise en œuvre incarnée. Donc pour moi, mon travail, c'est d'accompagner les gens à être créateurs, c'est-à-dire que leur choix de vie personnel, du registre familial, du registre professionnel, du registre artistique, du registre de la recherche scientifique, soit du registre de l'émergence de la conscience. Ça, c'est la vocation de mon travail d'accompagnement. En quoi ça concerne tout le monde ? D'avoir un mode de vie, de faire des choix qui sont plus ajustés à la cohérence du vivant, eh bien c'est une affaire d'écologie personnelle, individuelle et collective. Il n'y a rien de plus d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Alors, pour être peut-être plus concret, je pourrais dire ce que la méditation m'a apporté progressivement dans ma vie. Ça peut être éventuellement un exemple. Il est bien évident que ça n'est pas exhaustif et que c'est propre à chaque personne. Lorsque j'ai commencé mes expériences de méditation vipassana, j'étais enseignante. Je travaillais en lycée, donc j'enseignais la biologie, ce qui s'appelle aujourd'hui SVT, mais j'ai horreur de cet acronyme, merci pour le terme. Donc je préfère le mot biologie, je fais une parenthèse mais j'y tiens beaucoup. Pour moi, biologie littéralement, ça signifie science du vivant. Voilà, pour moi c'est beaucoup plus ajusté à mon ressenti de ma formation. Je ferme la parenthèse. Lorsque j'étais enseignante et que j'ai pratiqué ma première retraite vipassana, je suis retournée en classe, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de recul dans l'écoute de ma classe. Beaucoup plus. Beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'assises. Je suis une personne d'une nature plutôt dynamique, plutôt tonique. Et je me suis rendu compte que j'avais à l'époque moins de 30 ans, et je me suis rendu compte que directement l'impact de la méditation, ça a été d'être beaucoup plus posée dans mon verbe, beaucoup plus à l'écoute, plus disponible à l'écoute de ma classe, en même temps que j'étais concentrée sur le sujet que j'avais à transmettre, parce que mine de rien, un cours en terminale de biologie, ça demande quand même une concentration sur les tenants et les aboutissants de ce qu'on a à dire, de ne rien oublier, de bien suivre son plan, de bien penser aux mots-clés, etc. Donc ça demande quand même beaucoup de présence. Et parfois, on peut être surfocalisé sur le contenu qu'on a à transmettre et ne pas être suffisamment attentif à l'état de notre auditoire, en fait. Donc, réception. Voilà, la méditation m'a permis d'être autant posée dans ce que j'avais à dire que dans la façon dont mon auditoire le reçoit. C'est quand même un pas extrêmement important, surtout lorsqu'on est dans un rôle de transmission et lorsqu'on est prof. C'est quoi le lien direct physiologiquement entre le fait d'être attentif à sa respiration et puis d'un coup on est plus posé et plus attentif à la réception des étudiants? Simplement, on est plus posé dans un état d'ouverture, en fait. Plus posé dans un état d'ouverture et à même de recevoir toutes les informations qui sont utiles, qu'il s'agisse de où j'en suis de ma concentration sur le sujet que j'ai à exposer, autant que où j'en suis de ma respiration, parce que mine de rien, faire un cours didactique, c'est fatigant. Et si je ne suis pas suffisamment attentive à ma respiration, eh bien, je vais rentrer en asphyxie et du coup, je vais fatiguer, surtout si j'ai 6 heures de cours dans ma journée, par exemple. Donc voilà, j'ai été plus à même de être attentive à l'état de mon auditoire. C'est important quand on a affaire à des adolescents qui ont 8 heures de cours dans la journée, qui fatiguent, qui sont pas forcément disponibles, et de pouvoir du coup trouver, en même temps que je suis attentive à maintenir ma transmission didactique, trouver comment et être disponible pour ça, je vais pouvoir plus ramener leur attention. Ouais. Et prendre un temps de pause dans mon verbe, prendre un temps où je vais faire une blague, interpeller une personne ou mettre une anecdote. Donc je gère mieux en fait, et donc je gère mieux ma transmission. Également, une des premières choses qui est apparue, c'est aussi que j'étais d'autant plus attentive à mon degré d'asphyxie, car parler en public c'est vraiment fatigant.
parler plusieurs heures en public, avoir 4, 5, 6 heures de cours, parfois 7 heures de cours dans une journée. C'est vraiment fatigant. Et de pouvoir savoir où j'en suis, de comment je respire dans ma transmission verbale, ça me permet d'équilibrer et de moins fatiguer dans ma journée. Et ça, c'est très important. Et justement, je voudrais rebondir, tu parles d'asphyxie à nouveau. Tout à l'heure, tu en as parlé dans le cadre d'une méditation de groupe. Tu disais que tu étais capable de sentir l'asphyxie d'un groupe. Oui. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est l'idée que des gens qui méditent autour de moi puissent avoir un impact sur ma méditation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, effectivement, c'est une remarque importante et une question importante. C'est une chose à laquelle qui est rarement évoquée. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple des halls de Vipassana, d'ailleurs aussi. Des halls de méditation Vipassana. Donc, on appelle le hall de méditation Vipassana la salle dans laquelle méditent les gens, 8 heures par jour ou 9 heures par jour, par séquence d'1 heure. Et en fait, il est un paramètre des retraites de 10 jours dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est que à partir du moment où on rentre dans le processus Vipassana, à partir du 4e jour, c'est-à-dire que on passe à la technique qui est d'observer la respiration, à une technique qui est d'observer les sensations sur l'ensemble du corps, en surface et à l'intérieur. Ça, c'est la pratique Vipassana. À partir du 4e jour, il y a également une pratique qui est nouvelle, que l'on appelle les adhitthana. Et une adhitthana, qu'est-ce que c'est ? Une adhitthana, c'est faire vœu pendant la séquence de méditation, pendant la pratique de Vipassana. On fait vœu de ne pas bouger, donc de ne pas changer de position. La plupart des pratiquants sont assis au sol. Il est parfois possible d'adapter sur une chaise qui est pas trop haute, en tous les cas dans le contexte Vipassana, des retraites Vipassana. Et il y a donc à partir du 4e jour 2 adhitthana dans la journée, dans lesquels on fait vœu de ne pas bouger physiquement, rien du tout, ni sa position, ni un membre, ni voilà. Donc on prend une position que l'on garde pendant 1 heure et de ne pas ouvrir les yeux. Cette contrainte fait que assez vite, dans l'ensemble des méditants, donc le groupe, les gens commencent à rentrer dans un stress parce que il commence à apparaître une sensation douloureuse au niveau du postérieur, au niveau des jambes si on est en tailleur, voilà. Et ce stress des gens qui commencent à se dire est-ce que je vais tenir toute l'heure puisque j'ai cette douleur qui est là et qui va s'amplifier au fur et à mesure. Alors, la douleur est un outil extrêmement important pour développer cette fameuse qualité d'équanimité. En revanche, lorsqu'un groupe tout entier rentre dans un stress « vais-je tenir pendant 1 heure ?» et une attitude de mobilisation de volonté pour tenir pendant 1 heure, eh bien, il y a une asphyxie du groupe et cette somme de tous les stress individuels crée une atmosphère qui, au niveau du plan astral, c'est-à-dire de notre manifestation vibratoire émotionnelle, crée une perturbation qui n'est pas propice à la méditation. C'est une des raisons pour lesquelles, à l'heure d'aujourd'hui en tous les cas, et j'ai en tous les cas parmi mes stagiaires des personnes qui sont des pratiquants de Vipassana de longue date et qui ont une longue expérience, je peux témoigner qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tous les cas pour les personnes qui sont en travail de transformation ici, je n'ai encore rencontré aucune personne qui n'ait une équanimité suffisante pour faire une adhitthana que je considère comme constructive, c'est-à-dire où il n'y ait pas d'asphyxie en termes de respiration atmique et où la joie circule suffisamment pour que l'adhitthana soit constructive. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ceux qui regardent cette vidéo et qui vont se lancer dans une première retraite Vipassana ou refaire une retraite Vipassana, tu leur dis quoi sur les adhitthana ? Il faut quand même qu'ils essayent, mais qu'il faut qu'ils soient conscients que ça va être une... Alors, de toute manière, l'expérience est constructive. De toute manière, dans sa globalité, de faire l'intensité de cette expérience d'une retraite Vipassana. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est que lorsque la difficulté de l'adhitthana est amplifiée par la difficulté du groupe et des individus qui constituent le groupe, et d'en avoir conscience. Ouais. C'est-à-dire que voilà, dans mon adhitthana, je vais avoir super mal. Alors, comment se fait-il que j'ai plus mal
à la jambe alors que c'était gérable dans l'heure qui précède, c'est aussi lié au stress du groupe. Ah oui, d'accord. Voilà. Et juste d'en avoir conscience pendant qu'on médite, hein, ça peut permettre, alors ça c'est une chose que j'ai souvent proposée dans les personnes qui sont en processus de transformation ici, j'ai souvent dit, quand on rencontre une difficulté émotionnelle, quand on rencontre une difficulté physique et qu'on en a conscience dans sa vie, parfois il est utile de se dire, est-ce que c'est vraiment à moi ça en fait. Même physiquement du coup. Même physiquement. Et le simple fait de se poser la question, en fait, crée une dissociation sur une emprise qu'il peut y avoir de l'environnement sur comment je me sens. Et parfois, ça suffit à créer un décrochement qui fait que la mise en résonance avec l'induction extérieure relâche ou se réduit. Et à ce moment-là, donc, on est plus dans ce qui est proprement relatif à soi intrinsèquement. Je voudrais évoquer un autre sujet dont on entend beaucoup parler quand on fait une retraite Vipassana, sans forcément bien comprendre ce que c'est d'ailleurs. C'est un concept en pali du coup qui s'appelle les Sankhara. Oui. Dont moi j'ai compris par un peu de lecture, etc., que ça se traduirait par un conditionnement. Mais voilà, moi j'en ai une définition un peu floue et je voudrais que tu puisses nous en parler avec un peu plus de précision, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors effectivement, lorsqu'on fait une retraite Vipassana dans un centre Vipassana, il y a les méditations qui sont guidées et il y a une fois par jour donc ce qu'on appelle les enseignements, je crois. Voilà, il y a 1 heure par jour où une vidéo quoi. Une vidéo où les enseignements, en tous les cas de Goenka, sont filmés, soit en direct si les personnes sont anglophones. À ce moment-là, on peut suivre Goenka qui s'exprime en anglais, et ou avec une traduction dans la langue souhaitée, en français en l'occurrence pour nous. Et au cours de ces enseignements, soit pendant les méditations guidées, soit pendant les enseignements, il est expliqué que au fur et à mesure que l'on pratique Vipassana, c'est-à-dire l'observation des sensations, nous avons accès à ce que l'on appelle des sankharas, et la façon dont je traduirais en langage actuel, puisque le mot sankhara c'est du pali, c'est-à-dire c'est une langue ancienne indienne, je dirais que, alors c'est le langage qui est le mien, mais c'est une façon de le traduire de façon plus moderne, je dirais que ces sankharas, ce sont les empreintes mémorisées de toutes nos réactions et de toute notre attitude à la vie. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons laisse une empreinte physique, et ces sankharas, c'est l'empreinte physique de tout notre vécu, voire de tous nos vécus. Y compris nos émotions, laissent des empreintes physiques, etc. Voilà. Okay. Donc nos émotions, notre intellect, notre comportement, notre créativité, nos relations, nos sujets d'intérêt, nos lectures, mais aussi nos mémoires depuis notre conception, nos mémoires généalogiques, nos mémoires karmiques, pour certains emploient ce terme. Toutes les mémoires de l'humanité sont quelque part des sankharas, c'est-à-dire des empreintes qui sont physiquement accessibles par la sensation. Et qui sont ni positives ni négatives, qui sont des... Est-ce qu'on revient justement aux désirs et aux aversions de tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des empreintes qui justement créent des cercles et des boucles addictives, négatives, et puis d'autres empreintes qui sont justement plutôt absolument, c'est-à-dire c'est ce que décrit ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que toutes nos actions, toutes nos attitudes laissent une empreinte et cette empreinte est déjà l'amorce d'un conditionnement. C'est déjà l'amorce d'un conditionnement. Par exemple, il y a quelque chose qui me procure du plaisir, d'accord? Et le conditionnement, ça va être de développer le désir de retrouver ce plaisir. C'est déjà un conditionnement. Cette expérience me crée une aversion, d'accord? Une douleur, quelque chose qui m'est désagréable, et ceci génère le conditionnement de « je vais fuir cette expérience ou ce contexte qui me crée un désagrément ». Et c'est déjà un conditionnement de dualité, c'est-à-dire je vais rechercher ce qui me procure du plaisir, je vais fuir ce qui me génère de la difficulté.
Le propos, et ça c'est un langage très spirituel qu'on le retrouve dans beaucoup de langages, dans beaucoup de discours, c'est-à-dire sortir de la dualité, ça permet de sortir de ce conditionnement pour pouvoir vivre nos expériences de façon beaucoup plus constructive. Ouais. Ouais. D'accord. Et est-ce que... Et sortir de ce conditionnement. Car dans toute expérience qu'on pourrait... Alors, tout notre vécu est initiatique, mais dans toute expérience, en fait, notre conditionnement et cette dualité nous amènent à ne pas tirer le plus grand profit de nos expériences, en fait, puisque nous sommes conditionnés en désir et en aversion. C'est-à-dire d'interpréter comme étant bonne quelque chose qui va me faire plaisir et d'interpréter comme étant mauvais quelque chose qui me fait mal ou qui me procure de la douleur. L'attitude à la maladie est conditionnée par ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire, si je pose la question à 10 personnes dans la rue, qu'est-ce que c'est pour vous être en bonne santé? La plupart des gens vont me répondre, je me sens en bonne santé si j'ai mal nulle part, en fait. Et ça, déjà, c'est un conditionnement totalement erroné. C'est-à-dire que la douleur, la sensation de douleur est inscrite dans le vécu de notre incarnation et n'est pas forcément le signe que quelque chose va mal. Par exemple, lorsque je parle de la maladie, je dis souvent que en décodage biologique, par exemple, il a été identifié que nous avons des maladies, donc des pathologies en phase active de stress, c'est-à-dire en lien avec une problématique intérieure non résolue, et que nous avons des douleurs et des pathologies en phase de résolution de stress. C'est-à-dire, je suis en stress, j'ai des douleurs, je résous ces stress, j'ai des douleurs. Par ailleurs, je peux témoigner que lorsque l'on passe des caps de conscience, il y a une transformation qui comprend l'ensemble de l'être, y compris notre dimension physique, qui génère des sensations qui peuvent être désagréables, voire douloureuses. Des maux de tête, des sensations musculaires, des troubles digestifs, des troubles, voilà, tout ce qui peut arriver sur le plan de la physiologie. Et c'est simplement les manifestations de l'intégration physique du fait que on exprime et on reçoit des vibrations qui sont de plus en plus subtiles du registre de la conscience. Donc, si je reste dans le conditionnement de j'ai mal donc c'est pas bon pour moi, eh bien je ne vais pas traverser ces phases, soit de résolution de stress si on parle dans le langage du décodage biologique, soit de transformation pour passer à un autre plan de conscience de façon constructive. Et la méditation aide à passer ce cap. L'équanimité. D'accord. L'équanimité dans la pratique de la méditation permet justement de passer ces caps-là. Voilà. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je développe mon équanimité, je développe le fait d'être pénétré par la vie, pénétré par la conscience, pénétré par, appelez-le comme vous voulez, d'accord, et que cette alchimie, je la vive de façon constructive, qu'elle me soit agréable ou désagréable. Et donc, il peut se passer à ce moment-là une disparition des sankaras, justement dans le corps, de ces empreintes de la mémoire qui disparaissent au fur et à mesure qu'on pratique une méditation équanime? Eh bien, au fur et à mesure que l'on va pratiquer une méditation équanime, l'équanimité va permettre que ces cristallisations en termes de sensations dans la dimension physique liée à nos conditionnements, à nos réactivités, se libère, d'accord, ça se décristallise, et je parlerai en énergétique. Du coup, les circulations énergétiques sont plus fluides, et de ce fait, cette fluidité retentit dans une fluidité de notre attitude sous tous les aspects de notre vie, relationnelle, professionnelle, spirituelle, physique. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais moi, j'ai pu témoigner du fait que il se passait des choses physiques étranges autour de moi quand j'ai fait mes retraites Vipassana. Je me souviens d'un voisin qui avait qui était pris de raux permanents, etc. quand il était dans des méditations intenses. En discutant avec lui à la fin, en lisant des choses, on a pu émettre l'hypothèse que justement il y avait des libérations de sankara qui provoquaient ces phénomènes physiques étranges de montée un petit peu. Je valide, les libérations de sankara peuvent produire des sensations physiques, voire des réactions physiques extrêmement variées, autant que le corps peut en exprimer, et elles sont propres à chacun en fait. D'accord. Est-ce que on pourrait faire une transition vers ton travail d'accompagnement?
Parce que tu as commencé à nous parler des méditations que tu guidais ici, comment elles s'inspiraient de Vipassana. Est-ce qu'on pourrait aller un cran plus loin? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu utilises cette technique-là pour travailler peut-être plus largement? Je l'utilise très simplement dans son fondement, c'est-à-dire la technique Anapana, observer les sensations liées à la respiration, Vipassana, observer les sensations dans différentes régions du corps. Je dirais que la différence, c'est que je n'emploie pas le scanning systématique pendant une séquence de méditation qui est de durée variable. Alors déjà, les séquences de méditation sont de durée variable puisque je suis attentive aux paramètres de la respiration atmique et de la libre circulation de joie suffisamment. Dans le groupe, ouais. Dans le groupe. Donc, je vais adapter le temps de méditation en fonction du vécu du groupe. Par ailleurs, je dirais que mes méditations guidées ne passent pas en revue l'ensemble du corps en déplaçant son attention de la tête vers les pieds et des pieds vers la tête. Non pas que cette technique ne soit pas intéressante, et j'invite chacun à la pratiquer de façon autonome pour soi, mais lorsque j'inclus la pratique de la méditation dans un accompagnement à l'émergence de soi, avec un grand S, c'est-à-dire d'être instinctivement porté dans sa vie vers les choix qui sont plus ajustés à notre dynamique de conscience. C'est ça le fondement de mon accompagnement. Et de ce fait, chaque séquence de méditation est adaptée aux besoins individuels et collectifs du moment. Et pas dans cette écoute qui est la mienne, je vais donc proposer dans ma méditation guidée de porter son attention à différents endroits, soit le même pour l'ensemble du groupe, soit certaines personnes vont porter leur attention sur une zone du corps, pendant que d'autres personnes portent leur attention sur une autre zone du corps, ce qui permet d'utiliser la richesse du groupe dans la résonance collective, c'est-à-dire que cette méditation par certaines personnes dans une zone du corps, pendant que d'autres méditent dans une autre zone du corps ou méditent sous d'autres formes, il m'arrive d'utiliser des couleurs, il m'arrive, permettent un réajustement qui entre en résonance, d'accord, dans lequel l'ensemble du groupe baigne, chaque individu, et ce décloisonnement va être propice à un réajustement énergétique et à une ouverture qui est utile dans l'instant présent pour chaque individu du groupe et le groupe dans sa globalité, sachant que je considère toujours qu'un groupe du travail, alors je vais m'exprimer en biologiste, mais pour moi, un groupe de travail, c'est l'équivalent d'une cellule, c'est une entité vivante et elle a sa résonance aussi collective, on pourrait dire par extension, aux besoins collectifs de l'humanité ou de notre environnement humain à ce moment-là. Et de ce fait, je tiens compte de tous ces paramètres. Autrement dit, dans ma méditation guidée, mes propositions vont tenir compte de ce qui va être le plus utile en temps présent pour les individus qui constituent le groupe, pour le groupe lui-même, et en tenant compte de l'induction collective du moment. D'accord. Oui, ce qui n'a rien à voir avec Vipassana. C'est propre à mon travail, ça fait partie des applications. Tu utilises la technique et tu la... D'accord. Et tu prends en compte un certain nombre de critères individuels, de groupe et du collectif. Caroline, tout à l'heure, tu as parlé d'un premier bienfait de la méditation avec l'exemple de quand tu donnais des cours et le fait que tu commençais à être plus attentive à la réception du cours par tes élèves. Est-ce que tu pourrais développer sur les bienfaits plus largement de méditation? Ça va toucher quoi d'autre? Tous les aspects de l'individu. À savoir que lorsqu'on commence à méditer, et il n'est absolument pas nécessaire de méditer des heures par jour en fait, il y a un bienfait sur le plan physique. C'est-à-dire que pendant que l'on médite, que l'on ait mal ou non, que la méditation soit confortable ou non, le corps se régénère plus facilement. Donc il y a une régénération, un repos, une régénération énergétique qui se passe pendant la méditation. Donc en ce sens, c'est déjà extrêmement bénéfique. Le corps se détend, même si on peut avoir l'impression que la posture assise, par exemple si elle est au sol, nous amène certaines tensions.
En parallèle de ces tensions de posture, il y a tout un tas d'autres dimensions de nous qui se détendent. Voilà. Donc il y a réellement une détente physique. Qui dit détente physique dit meilleure circulation du sang, des liquides de l'organisme, meilleure oxygénation. Ceci est valable pour tous nos organes, y compris notre cerveau évidemment. Donc il y a un repos qui est physique, énergétique, psychique, donc émotionnel et mental. En ce sens, rien que ça, c'est un des plus grands besoins de notre culture occidentale et probablement pas que de notre culture en fait. C'est d'accéder à ce repos-là, qui est un repos qui est au-delà du repos du sommeil. Car, comme tout le monde le sait, pendant le repos du sommeil, nous avons des alternances de sommeil profond, de sommeil paradoxal, durant lequel il y a tout un tas de phénomènes du psychisme et de la psyché qui se travaillent. Et pendant la méditation, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu accès à certains enregistrements d'électroencéphalogrammes qui ont été faits. Donc, électroencéphalogramme, c'est une mesure de l'activité électrique du cerveau à l'aide d'électrodes que l'on pose sur le crâne et qu'on met sur des appareils de mesure. Donc, on peut avoir ainsi des imageries de l'activité électrique cérébrale pendant une activité intellectuelle, pendant que je parle, pendant que je médite. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait croire, pendant la pratique de la méditation, il y a une phase où l'activité cérébrale va s'apaiser, donc moins de manifestations électriques. Et par exemple, lorsque pendant la pratique de la méditation, la personne va accéder à une ouverture plus large, que je dis moi être pénétrée par la vie. Certaines vont parler de ouverture du cœur, certaines vont parler de amour inconditionnel, certaines personnes vont mettre le mot d'empathie. Eh bien, dans cet état de résonance empathique, qui n'est pas volontaire, qui n'est pas le fait de vouloir être dans un état d'amour du monde, mais qui est une conséquence à un stade de la méditation, eh bien, à ce moment-là, en fait, l'activité cérébrale va manifester beaucoup plus de fréquences électriques. Donc, paradoxalement, c'est également une manifestation de l'activité cérébrale que l'on trouve dans les activités où la personne est inspirée dans sa créativité. Autrement dit, il est démontré donc par des mesures qu'on appelle un électroencéphalogramme qu'il y a un lien entre la pratique méditative, le fait d'être inspiré dans tous les sens du terme, voilà. Et être inspiré quelque part, c'est aussi un gage de santé. Donc pour moi, ça touche vraiment tous les aspects de l'individu. C'est pas simplement être mieux de soi à soi. En fait. Donc la pratique de la méditation permet de détendre le corps physique, meilleure respiration, meilleure circulation, meilleure régénération, meilleure concentration. On en parle beaucoup dans l'utilisation de la méditation à l'école, introduit dans les pratiques pédagogiques en lien avec les facultés d'apprentissage. Donc ça facilite l'apprentissage, ça facilite notre disponibilité à la vie de façon générale, ça permet d'avoir plus de recul sur les choses, moins de réactivité, moins de difficultés émotionnelles. Voilà. J'ai peut-être fait le tour. Meilleur sommeil, meilleure récupération. Bref. C'est marrant que tu parles de sommeil parce que dans les fins de retraite Vipassana, ça m'est un petit peu arrivé, je sais que ça arrivait à d'autres personnes, où on a de moins en moins de facilité à s'endormir. Pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'activité physique. Ensuite, parce que le corps s'est beaucoup reposé. Et je crois même que Goenka disait lui-même que, en fait, quand l'esprit est particulièrement apaisé, concentré, et qu'en plus le corps est au repos, quand on médite, on a besoin de moins dormir. Effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que plus on gagne en éveil, qui est juste cet état que j'ai décrit de façon différente, qui n'est pas un état extraordinaire, mais qui est juste d'être présent à l'instant présent, pénétré par la vie, dans l'équanimité, qui est une équanimité qui devient naturelle, qui est naturelle en soi. Cette activité d'éveil, en fait, fait qu'on a moins besoin de dormir. C'est un fait.
Est-ce que tu as un mot de la fin sur la méditation Vipassana? Une dernière information? Oui. En fait, méditer n'est pas tant un travail. Méditer, ça doit devenir comme respirer. C'est-à-dire une attitude à la vie, en fait. À un moment donné, méditer est un travail pendant un temps, et ce travail devient une attitude à la vie. Cette attitude à la vie s'intègre dans notre quotidien, et à un moment donné, méditer doit être intégré comme respirer, en fait. C'est-à-dire que ça ne devient plus ni un travail, ni une activité, ni voilà. Et à partir de ce moment-là, on va dire un autre voyage commence. D'accord. Ouais. En faisant la vaisselle, dans les transports. Absolument, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un conseil dans la pratique de Vipassana qui est par extension propre au yoga, car Vipassana et la méditation Vipassana est un yoga, c'est-à-dire que tout est yoga. Voilà, ça c'est un des préceptes du yoga, tout est posture, c'est-à-dire que le yoga, la méditation devient une façon d'être dans sa vie au quotidien, c'est-à-dire je fais ma vaisselle et je suis plutôt qu'en train de penser à ma journée professionnelle, à ma vie relationnelle, mes soucis, je suis dans mes sensations et je suis dans l'instant présent, exactement présent à ce qui se passe là, c'est-à-dire je fais ma vaisselle, point barre. Voilà. Et ça, dans tout. Je mange, je suis présent aux sensations gustatives, à ma respiration, etc. Et ça demande pas une attitude religieuse, j'ai envie de dire. C'est juste un état d'être conscient dans l'instant. Et ça, c'est par extension sur tous les plans d'expression de notre vie. En fait, méditer, c'est naturel, en fait. Le paradoxe, c'est que nous sommes obligés de travailler pour retrouver cet état naturel, ce qui est totalement paradoxal, en fait. Par extension, la contemplation, c'est-à-dire d'être posé là, dans l'instant, dans l'oisiveté, et être totalement réceptif à la nature, c'est un état de pure méditation. Être dans le son que je produis quand je joue d'un instrument de musique, c'est un état de méditation. Être pleinement dans les sensations, si je travaille la matière, la peinture, si je travaille le bois, si je suis ébéniste, etc., c'est un état de méditation. Donc l'état de méditation est un état d'être totalement dans l'instant présent que tout le monde connaît naturellement, en fait. Ce n'est pas un registre de la spiritualité qui doit devenir accessible à force de travail, en fait. C'est quelque chose de naturel. Et souvent, pour désacraliser, démystifier, décristalliser tout ce qui s'est projeté sur la méditation, je dis souvent, mais en fait, c'est être assis là comme un chien tranquille. Voilà. D'ailleurs, c'est une expression que je prends souvent, en fait. Être assis là comme un chien tranquille. Alors, le chien, ça vous plaît pas, vous dites le chat. Ça vous plaît pas, vous parlez d'une plante. Peu importe, en fait. Mais c'est un état totalement naturel que nous connaissons dans notre enfance avant d'en être coupés par tout un tas d'inductions qui sont propres à notre vécu familial, à l'école, d'apprentissage de façon générale. Mais la découverte des sensations d'un petit enfant, ça c'est quelque chose que tout le monde aime contempler, en fait. La découverte des sensations, vous emmenez vos petits à la mer, au bord de l'eau, etc. Quand on est petit, on peut passer des heures entières à patouiller le sable, à regarder le mouvement des vagues. Il n'y a plus de notion de temps, il n'y a pas de notion d'ennui. On est entièrement disponible et traversé par toutes ces sensations-là. C'est un état de pure méditation, en fait. Donc, c'est retrouver cette disponibilité-là, et c'est un gage de jeunesse, en fait. Cette attitude à la vie, ouais, voilà. C'est que peut-on méditer au volant? Non. Non, surtout pas. Mais dans les bouchons, tu peux. Dans les bouchons.